Bonjour tout le monde, je suis Elia Keméline-Oublis, enseignante de gestion à Esprit. Toujours dans le cadre du même module intitulé Gestion de projet et administré aux étudiants en quatrième année ingénierie, toutes spécialités confondues, je vais enchaîner au niveau de cette vidéo avec la partie relative au management des ressources, management des parties prenantes et management de la communication comme étant donc des domaines de connaissance de la gestion de projet. Euh, un petit récapitulatif comme on a eu l'habitude de faire. Donc, c'est tout un enchaînement, c'est un fil conducteur qui a démarré depuis la première séance avec le cadre général du management de projet. Puis, nous avons commencé à attaquer domaine par domaine. On a commencé avec l'intégration, puis le management du contenu, puis l'approvisionnement. La séance 3 et 4 ont été réservées pour le management des délais et de la planification pour clôturer la séance 4 avec le domaine de coût. Aujourd'hui, donc, on va passer à notre cinquième et avant-dernière séance, au niveau de laquelle nous allons parler un peu ressources humaines, un peu partie prenante et bien sûr un peu communication, puisque le management de la communication, vous allez le voir, vous allez le détecter vous-même, s'avère donc le locomoteur de toutes les autres de tous les autres managements ou de tous les autres domaines de connaissances. Donc, nous allons commencer avec le management des ressources humaines du projet. Comme on a eu l'habitude de faire, le même plan de travail. C'est quoi le management de ressources humaines? Quels sont ces processus? Donc, voilà, les processus sont euh, toujours, on commence par la planification des ressources humaines. Donc, ça fait partie du groupe de processus de planification. Ensuite, former, développer et gérer l'équipe de projet. Donc, ça fait partie du groupe de processus d'exécution. Et finalement, le processus maîtrise des ressources. Là, j'ai pas mentionné qu'il s'agit de ressources humaines parce que c'est exprès, je vais parler un tout petit peu ressources matérielles. Donc, qui fait partie, bien évidemment, du groupe de processus surveillance et maîtrise. Je pense que maintenant, vous êtes plus apte de comprendre ce croisement entre chacun des domaines et les différents groupes de processus qui forment le cycle de vie de notre processus de management. C'est quoi un management de ressources humaines? Donc, lorsqu'on parle management de ressources humaines, nous devons nous mettre en tête qu'il s'agit bien de deux principaux processus. Donc, le premier processus, c'est un processus en amont du projet, c'est le processus d'organisation. Et le second processus, c'est le processus de management de l'équipe de projet. Que contient le processus d'organisation? Donc, comme son nom l'indique, on est obligé d'organiser euh, toutes les ressources humaines, la mobilisation des ressources humaines et tout. Donc, nous sommes prédisposés à tracer ou à dresser un organigramme des ressources. Nous allons le voir en détail dans quelques instants. Aussi bien un plan de mobilisation que nous allons aussi aborder, les fiches fonctions, les intérimaires, les rotations, etc. Donc, tous ces détails-là, on va les voir au niveau de la planification des ressources humaines puisque le fait d'organiser, ça s'inscrit automatiquement dans la partie planification. Pour le processus de management, donc là, manager une équipe de projet, c'est entre autres suivre et mettre à jour la mobilisation de ces ressources-là, donc mobiliser, engager, etc. Le suivi de leurs performances, la gestion des conflits, la gestion des rémunérations et des déplacements, la gestion des facteurs d'hygiène et de sécurité, etc. Donc tout ça, ça entre dans le cadre du management des ressources humaines. Donc, notre fameux tableau, dans quel processus est impliqué le management des ressources humaines, nous les avons déjà présentés depuis le plan de travail. Donc, je vais commencer directement avec le premier processus, planification des ressources humaines. Donc, on commence toujours par la détermination des rôles, les responsabilités et les autorités. Et donc là, les rôles, comme nous l'avons peut-être mentionné au niveau des premières séances, les rôles peuvent être attribués soit à des personnes, c'est-à-dire
en solo, soit parfois à des groupes de personnes. Et là, j'attire votre attention que parfois le groupe de personnes auxquelles on attribue des rôles ou des responsabilités, il peut être un groupe hétérogène, c'est-à-dire qui comporte des spécialités ou des métiers différents. Plus que ça, ces personnes ou ces groupes de personnes, comme ils peuvent être appartenant à l'entreprise réalisatrice, ils peuvent aussi venir de l'extérieur. Donc, on n'est pas obligé de mobiliser uniquement des personnes ou des groupes de personnes qui appartiennent à notre organisation. Après avoir déterminé les rôles et les responsabilités, il faut mettre tout ça noir sur blanc sous forme d'organigramme et descriptif des postes. Donc, les rôles et responsabilités peuvent alors être documentés. N'oubliez pas donc ce volet de documentation qui est crucial dans le cadre de la gestion de projets classiques, donc les méthodes classiques. On doit toujours passer par les traces, par la documentation, qui peut revêtir différentes formes. Donc, on peut voir un organigramme de type hiérarchique, un organigramme ou une grille matricielle de responsabilité, parce que cette même grille matricielle, elle peut être aussi sous forme d'organigramme. Je vous expliquerai tout à l'heure donc ce que je suis en train de dire, et le format texte. Donc, comme le montrent les figures suivantes, là, nous avons un organigramme de type hiérarchique que nous allons expliquer dans quelques secondes. La matrice de responsabilité, cette grille matricielle, et lorsqu'on parle d'un format matriciel, ça veut dire qu'il y a un croisement, qu'il y a une connexion que nous allons tout de même expliciter, et il y a aussi la fiche descriptive ou ce qu'on appelle le format texte du descriptif des postes. Si on commence par cet organigramme de type hiérarchique, ça nous rappelle quelque peu une structure que nous avons déjà vulgarisée au niveau du management des contenus. C'est l'organigramme technique des tâches ou la structure WBS, the Work Breakdown Structure. Donc là, on peut parler d'un passage de la WBS vers la RBS. La RBS, c'est-à-dire Research Breakdown Structure, c'est-à-dire que au lieu de structurer le projet sous forme de lot de travail, de sous-lots et d'activités, on va transposer ça en ressources pour évoquer un poste de chef de projet, puis on le structure en fonction des services, des unités, des équipes existantes de l'organisation, et puis à la fin, les activités du projet où les lots sont répertoriés sous chaque service ou unité concernée, bien évidemment, par la tâche en question. Donc, c'est juste, c'est le fait d'exprimer cette même WBS, mais cette fois-ci en termes de ressources. La deuxième forme, cette grille matricielle des responsabilités que je vous ai dit qu'elle peut être sous forme d'organigramme parce qu'en effet, elle permet d'illustrer des connexions entre deux volets, le travail à exécuter et les membres de l'équipe de projet concernant par ce travail-là. Donc, qui fait quoi? Et ça peut être sur plusieurs niveaux parce qu'on peut dans un premier niveau identifier le groupe de l'équipe ou l'unité responsable de chaque composant de ces WBS qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qui comporte les activités en détail. Et puis, au niveau de cette même équipe ou ce groupe de travail ou unité, nous pouvons aller vers plus de détails pour identifier les personnes qui sont réellement responsables de chaque activité élémentaire. Pourquoi j'ai parlé de l'organigramme de type croisement entre, disons, les activités et les ressources? Parce que effectivement, tout comme on a vu le passage de la WBS vers la RBS, on peut voir le passage de la WBS vers la OBS, même si ce n'est pas mentionné ici, parce que la OBS, Organizational Breakdown Structure, c'est la même que cette grille matricielle, puisqu'elle permet d'organiser le projet en faisant une connexion ou un croisement entre les ressources et les activités. Donc, celle-là, on peut la présenter aussi sous un organigramme matriciel hiérarchisé qui est dit la OBS. Pour le format, pour cette grille matricielle, juste un petit exemple que nous pouvons rencontrer très souvent, c'est la grille de type RACI. RACI, donc c'est des abréviations
relatives à l'exercice de responsabilité, l'exercice d'autorité, la consultation et ce qui devrait être informé. Pourquoi on parle de cette grille de type RACI? Parce que nous devons être conscients que pour chaque activité, les personnes qui vont être mobilisées peuvent ne pas revêtir le même rôle, peuvent ne pas être demandées d'exécuter la même chose. Donc, comme le montre ce tableau-là, cette grille-là, voilà, nous avons un ensemble d'activités et puis nous avons un ensemble de personnes. Comme vous le voyez là, la personne 1 au niveau de l'activité définition, elle est censée détenir l'autorité. Et puis la personne 2, elle détient la responsabilité de définir. La personne 3 et la personne 5 sont des personnes qui devraient être informées. Bien évidemment, ces mêmes personnes qui ont été au niveau de la première activité peut-être responsables ou informées ou qui détiennent l'autorité, ils peuvent changer d'intervention, de nature d'intervention, parce que celui qui était responsable lors de la définition, il peut détenir l'autorité au niveau de la conception, il peut être le donneur d'ordre. Celui qui était informé au niveau de la première activité, il peut être par la suite consulté pour les autres activités. Celui qui était consulté, il peut un jour être responsable de la phase de test. Tout à fait, parce que si on l'a consulté au niveau de la conception, on peut lui donner, on peut lui attribuer la tâche du test pour, bien évidemment, voir si ce qui a été conçu suite à sa consultation a été réellement conforme. Donc voilà, c'était juste ce type de grille, il nous permet juste de voir de plus près la nature de l'intervention de la personne mobilisée, la personne en question. C'est pour vous dire que parfois, le groupe qui est responsable d'une activité, il peut avoir, chaque membre de ce groupe-là peut avoir une responsabilité différente ou une intervention différente. Pour le format texte, donc c'est un format qui est très très simple, on le voit très souvent, même dans des candidatures de recrutement et tout, parce que ce format texte, c'est la description du poste et il contient, entre autres, les informations sur les responsabilités, l'autorité, les compétences exigées, les qualifications, parfois le niveau donc le nombre d'années d'expérience. Donc, c'est ce qu'on appelle une description détaillée donc du poste en question. Tout ça, ça va nous servir par la suite pour préparer le plan de mobilisation des ressources. Mobiliser ou engager ou recruter temporairement, puisque le projet est temporaire, c'est répondre à la question. Donc, le plan de management des ressources humaines, le plan de mobilisation de ressources humaines, c'est quand et comment les membres de l'équipe projet seront obtenus. Le comment, on va répondre là-dessus au niveau du deuxième plutôt processus, celui de la construction ou de la formation de l'équipe projet. Mais surtout, il y a un petit détail qu'il faut bien préciser, c'est tout comme on planifie la mobilisation des ressources, on doit aussi planifier sa démobilisation, c'est-à-dire son désengagement. Quand est-ce que cette personne-là qui est aujourd'hui mobilisée sur une activité ou sur un lot de travail, quand est-ce qu'elle va être démobilisée? Donc, généralement, il y a deux cas de figure. Il y a le cas lorsque cette personne a achevé sa mission, elle a donc terminé ce qu'elle a à faire et donc nous devons identifier la date de sa démobilisation parce que peut-être elle pourrait être engagée, pourrait être mobilisée ou sollicitée pour un autre projet ou pour une autre activité. Ou encore, on peut parfois démobiliser des personnes parce que lors du suivi de leur performance, nous avons constaté qu'ils n'ont pas vraiment obéi à ce qui leur a été demandé. Donc, il faut dès le départ annoncer les couleurs, planifier cette mobilisation et cette démobilisation parce que le jour où il y a des négociations, le jour où il y a passation, le jour où il y a donc un besoin spécifique pour une personne, pour une qualification, nous saurons à travers ce plan de mobilisation qui est disponible et qui ne l'est pas.
Ensuite, donc, un aspect qui est très important aussi au niveau de la planification des ressources humaines, c'est le fait de définir les règles de comportement et de conduite. C'est ce qu'on appelle une charte ou une culture d'entreprise. Elle comporte aussi bien la définition des horaires de travail, éventuellement l'existence de tenues de travail appropriées, le respect des exigences des clients comme étant une politique de l'entreprise, le respect des consignes HSE, hygiène, sécurité et environnement, le comportement à tenir lors des réunions, etc. Donc, c'est comme les règles de jeu, c'est comme la feuille de route, la charte, etc., qui permet certainement, si elle a été bien définie à la base, elle ne peut que renforcer un esprit d'équipe, elle ne peut que faire éviter certaines frustrations, certains conflits, bien évidemment, et elle va favoriser un meilleur esprit d'équipe et une meilleure collaboration. Et on passe maintenant à la formation de l'équipe projet. Former l'équipe projet, là, juste un petit détail, une petite spécification, même si c'est le terme utilisé au niveau du PMBOK, mais je préfère dire la construction de l'équipe projet parce que le terme former, ça nous rappelle tout le temps la construction de connaissances, c'est ça la formation. C'est pas le cas, c'est juste la construction d'une équipe projet. Donc, ce processus est nécessaire pour obtenir les ressources humaines requises pour l'achèvement du projet et l'équipe de management, puisqu'on a dit tout à l'heure que les rôles peuvent être attribués soit des personnes à des personnes, je m'excuse, qui appartiennent à l'entreprise, soit en sollicitant des personnes externes. Et donc là, nous pouvons dire que l'équipe de management peut avoir ou non la maîtrise des autres membres de l'équipe sélectionnés pour le projet. Donc, dès lors qu'il y a des personnes qui sont externes, parfois, on ne peut pas les maîtriser. Comment acquérir l'équipe projet? Donc, il existe 4 procédures d'acquisition de cette équipe-là. Il y a la plus évidente et la plus simple, c'est l'affectation préalable. Il y a aussi la négociation, il y a l'acquisition et il y a la construction d'équipes virtuelles. Nous allons les définir une par une, en quoi se résume chacune des procédures, je m'excuse. Donc, bien évidemment, une équipe de projet peut être le fruit de l'application des différentes procédures, pas nécessairement uniquement par affectation préalable ou par négociation, etc. Donc, ça peut être un mix entre toutes ces procédures-là. Donc, pour l'affectation préalable, c'est le fait que les membres de l'équipe sont connus à l'avance. C'est ça, l'affectation au préalable, a priori. Quand est-ce qu'on peut faire cette affectation au préalable? C'est lorsque le projet, généralement, il est intra-organisationnel, il résulte d'une promesse de ressources humaines particulière dans le cadre d'une offre concurrentielle. Donc, généralement, parfois, des groupes de personnes, un groupe de personnel, il peut proposer une idée de projet et ces idées de projet entrent en concurrence pour pouvoir, à la fin, choisir, sélectionner l'équipe projet qui nous a paru prometteuse. Il peut aussi être, il peut se reposer sur l'expertise de personnes spécifiques qui sont reconnues dès le départ, donc elles sont affectées préalablement. Ça peut aussi être des affectations de personnel définies au niveau de la charte du projet, tel que le chef de projet qui est désigné par l'entreprise réalisatrice. Pour la négociation, cette fois-ci, on peut dire que c'est le fait de soit négocier avec les responsables fonctionnels en interne par rapport à l'entreprise. Et donc, nous savons tous que parfois, des personnes qui sont recrutées, qui exercent dans un domaine d'exploitation bien défini, ils peuvent en même temps occuper un poste dans un projet. Mais ceci est dit, pour pouvoir solliciter leur disponibilité, on peut négocier avec leurs responsables fonctionnels ou départementaux et ce, en vue de s'assurer que le projet se verra attribuer du personnel aux compétences adéquates pendant la période nécessaire. Donc, il faut savoir faire la sélection des bonnes personnes pour les activités en question. Donc, il fallait négocier avec les responsables
fonctionnel. Sinon, parfois, lorsqu'il s'agit d'un bureau de projet ou d'une entreprise qui est tout le temps en mode projet, il peut aussi y avoir des négociations entre des équipes de management de projets différentes, et ce, afin d'affecter convenablement des ressources rares ou spécialisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, dans un bureau de projet, on est obligé de libérer les personnes qui forment des ressources rares et qui sont assez spécialisées dans un domaine. Il faut les réserver pour certains projets et pas par d'autres. Dès lors qu'on peut les remplacer ailleurs, il vaut mieux les laisser pour des interventions assez spécifiques. Donc, c'est pour ça que nous devons négocier parfois entre les équipes de management, c'est pour favoriser la disponibilité de ces ressources rares. Et là, ça a un lien, je vous rappelle, avec le plan de mobilisation et de démobilisation. Pour la procédure d'acquisition, donc lorsqu'on parle d'acquisition, c'est lorsque les services nécessaires peuvent être obtenus auprès de sources externes, soit par l'embauche de consultants individuels ou parfois par la sous-traitance d'un travail auprès d'une autre organisation. C'est ça l'acquisition, parce qu'on parle d'acquisition parce qu'il s'agit d'un contrat externe. On a abordé ça aussi au niveau du domaine de l'approvisionnement. Pour la formation d'équipes virtuelles, donc parfois des équipes virtuelles grâce aux moyens, grâce à l'évolution des moyens de communication électronique, ces équipes-là peuvent être définies comme des groupes de personnes qui partagent un même objectif et qui remplissent leur rôle, non pas en se rencontrant quotidiennement, peut-être très rarement, peut-être pas, voire jamais, mais en fin de compte, ils pourront très facilement aboutir à leur objectif grâce à cette évolution technologique et aux différents moyens de communication désormais disponibles. Donc voilà les 4 procédures de formation ou de construction, de constitution de l'équipe projet qui peuvent coexister pour former la meilleure équipe pour un projet bien spécifique. Passons au 3e processus de management de projet, celui du développement de l'équipe projet. Cette fois-ci, développer l'équipe projet, c'est principalement améliorer les compétences des membres de l'équipe, et ce, afin d'augmenter leur capacité, aussi améliorer le sentiment de confiance et de cohésion chez les membres de l'équipe en vue d'augmenter la productivité. Comme vous le savez, plusieurs études ont montré que l'aspect social a un énorme impact qui est jugé positif. Donc, plus il y a de la cohésion, plus il y a de la bonne ambiance, les bonnes conditions de travail et tout, ça renforce tout d'abord le sentiment d'appartenance et de confiance, mais plus que ça pourrait impacter positivement la productivité lors de l'exécution de notre projet. Donc, il faut veiller, il ne faut pas écarter ça, il faut vraiment travailler sur toutes sortes d'améliorations et de développement de l'équipe projet. Le quatrième processus de management des ressources humaines, c'est la gestion de l'équipe projet. Gérer l'équipe projet. Donc, pourquoi ce processus de gestion de l'équipe est-il aussi important? Parce que ça permet le suivi de la mobilisation et de la mobilisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça permet le suivi de la performance des membres de l'équipe, parce que on a déjà parlé de tout ce qui est estimatif, cette référence de base, cette planification de base, mais il faut tout de même s'assurer que la performance est, même si elle n'est pas exacte, mais elle est proche de notre plan de management. Et à partir de là, nous pouvons collecter le retour d'informations qui nous permettra par la suite de faire la maîtrise intégrée de nos processus. Il faut savoir résoudre les problèmes par une bonne gestion, et il faut surtout assurer la coordination des modifications, puisque nous avons bien évoqué, surtout au niveau du domaine d'intégration, là où on a montré donc ce cheminement transversal de tous les processus, nous avons bien compris que les modifications doivent être coordonnées, parce que ça ne concerne pas uniquement un seul domaine. Dès lors qu'il y a modification dans l'un,
automatiquement, cette modification sera accompagnée par d'autres maîtrises et par d'autres modifications d'autres domaines, donc à l'instar du domaine de coût, contenu, délai, etc. Bien évidemment, qui va assurer tout ça? C'est bien l'équipe de management de projet qui est censée observer le comportement de l'équipe, gérer les conflits, résoudre les conflits majeurs et évaluer les performances des membres de l'équipe en vue de les reporter et bien évidemment de trouver les solutions nécessaires en cas d'écart. Dernier processus pour le management des ressources humaines. Donc là, j'attire votre attention et c'est mentionné en relief ici que la maîtrise des ressources humaines, elle fait partie du processus gérer l'équipe, c'est-à-dire le quatrième processus que nous venons de boucler. Donc la maîtrise, elle fait partie de cette gestion complète parce que dès lors qu'il y a écart, dès lors qu'il y a nécessité de modifier, ça va être suivi de la maîtrise. Mais à ce niveau-là, j'ai jugé judicieux d'aborder un tout petit peu le management des ressources humaines. Donc, ce processus de maîtrise des ressources d'une manière générale, ça permet de s'assurer de la disponibilité des ressources matérielles affectées au projet. Comment nous allons nous assurer de cette disponibilité? C'est via deux volets. Suivre l'utilisation réelle par rapport aux planifications. Elle se fait premièrement a priori, c'est-à-dire veiller à ce que les ressources affectées soient mises à la disposition au moment du besoin. Et ça se fait aussi en cours de route lorsqu'on est en pleine exploitation, en pleine allocation de ces ressources matérielles. On est censé veiller en continu à ce que ces ressources soient démobilisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires. Parce que si on va accuser un retard, ça pourrait facilement toucher aux autres activités et causer par la suite le risque d'écart. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons suivre cette utilisation réelle, c'est-à-dire sur terrain, par rapport aux planifications pour ne pas tomber dans des risques de retard ou des risques d'indisponibilité qui peuvent impacter non pas un seul processus, mais ça peut se rabattre sur plusieurs domaines. Donc, on arrive à la fin du domaine de management des ressources. Je vais passer maintenant au management des parties prenantes du projet, là où nous avons toujours constaté une confusion de la part de nos étudiants qui jugent que les parties prenantes, c'est uniquement le client ou le commanditaire et l'entreprise réalisatrice. Et là, je vous dis que les parties prenantes d'un projet, elles vont au-delà de ces deux parties du contrat. Nous commençons toujours par le même plan de travail. C'est quoi un management des parties prenantes? Quels sont ces processus? Donc, on a 4 processus. L'identification des parties prenantes qui fait partie du groupe de processus de démarrage. La planification de l'engagement des parties prenantes, ça fait partie du groupe de processus de planification. Gérer l'engagement des parties prenantes, ça fait partie de l'exécution. Et maîtriser l'engagement des parties prenantes, ça fait partie du groupe de processus surveillance et maîtrise. Commençons par la définition. Qu'est-ce qu'on entend dire par partie prenante ou stakeholders? Donc, c'est les personnes ou organisations impliquées activement dans le processus d'un projet. Et donc, c'est toute personne dont les intérêts peuvent être affectés, faites attention, positivement ou négativement par l'exécution du projet. Et plus que ça, c'est aussi les personnes qui peuvent à leur tour affecter positivement ou négativement l'exécution du projet. Donc, ici, j'insiste sur cette influence bilatérale. D'accord? Vous allez mieux me comprendre dans quelques instants pourquoi j'insiste sur cette influence ou cet impact bilatéral. C'est la raison pour laquelle, puisque on parle de ces personnes qui sont impliquées dans un projet, d'une manière volontaire ou pas, c'est pour ça que la satisfaction des parties prenantes doit être gérée comme étant un objectif principal du projet. Donc, il ne faut pas ignorer ces parties prenantes parce que même des parties prenantes non impliquées et qui ne portent pas d'intérêt au départ, ils peuvent, en cours de route d'un projet, peuvent changer d'attitude, peuvent changer d'impact et dès lors, ça pourrait impacter
les objectifs du projet. Le management des parties prenantes du projet, ça comprend les processus nécessaires, premièrement, pour identifier ces personnes, ces groupes et organisations, comme je viens de le dire, qui sont susceptibles d'affecter le projet ou d'être affectés par celui-ci. Deuxièmement, pour analyser leurs attentes et impacts sur le projet. Et donc, il faut dès lors porter une attention particulière à la communication continue avec ces parties prenantes en vue de comprendre leurs besoins et leurs attentes qui sont la plupart du temps divergentes. C'est la raison pour laquelle ça peut créer des conflits, ça peut causer des impacts négatifs, etc. Et donc, comment nous allons pouvoir maîtriser tout ça? Comment nous allons pouvoir répondre positivement et favorablement à ces attentes et chercher cette satisfaction des attentes des parties prenantes? C'est à travers la communication qui formera le contenu de notre troisième section. Donc, une bonne communication, une communication continue et selon les meilleures façons de faire, elle ne fera que, bien évidemment, répondre ou comprendre parfaitement les attentes de nos parties prenantes selon, bien évidemment, leur ordre de priorité et d'urgence. Troisièmement, ça permet aussi de développer des stratégies de management de ces parties prenantes et ce, afin de mobiliser efficacement les parties prenantes en les impliquant dans les décisions du projet et son exécution. Parce que parfois, il y a des parties prenantes qui sont très importantes, telles que par exemple les bailleurs de fonds, ceux qui vont financer notre projet. Donc, il faut savoir les animer, il faut savoir les impliquer, leur montrer l'intérêt de ce projet-là, ses objectifs potentiels, etc. Et du coup, ça va les mobiliser encore davantage si jamais nous avons besoin de leur engagement. Donc, le tableau que j'ai déjà présenté au niveau du plan, donc processus par processus, nous allons commencer par le premier processus qui est l'identification des parties prenantes. Donc, quelles sont nos parties prenantes? Si nous avons bien compris que ces parties prenantes, ce sont toutes les personnes et organisations qui peuvent affecter ou être affectées par le projet. Donc, au-delà du client, au-delà de l'entreprise réalisatrice, on peut aussi aller vers le spécifique par rapport à cette entreprise réalisatrice, vers plus de détails. Il y a le chef de projet qui est désigné, il y a les membres de l'équipe projet, l'équipe travail, il y a les membres de l'équipe management de projet, mais il y a aussi comme partie prenante importante les bailleurs de fonds, il y a les tierces personnes, donc le public, etc. Il y a les personnes influentes, faites attention, telles que les médias, il y a aussi le ministère duquel relève le domaine d'activité du projet, il y a l'État, il y a les réseaux sociaux, il y a aussi les bureaux de projet. Donc, toutes ces parties prenantes ne peuvent qu'avoir de l'importance et il faut les prendre en considération pour la réussite de l'accompagnement de notre projet. Il ne faut écarter personne. C'est vrai en termes d'attention, il y a ceux qui nécessitent plus d'attention, qui sont plus, c'est-à-dire qu'il y a urgence de les prendre en considération, mais il y a ceux aussi qu'il faut surveiller, qu'il faut garder satisfaits, etc. On va voir ça via un modèle de classification, une grille qui permet de voir les différents types de stratégies de réponse. Donc, identifier les parties prenantes, ce n'est autre que identifier toutes ces personnes ou organisations susceptibles, comme on vient de le dire au niveau de la définition, d'affecter ou d'être affectées par une décision, une activité du projet ou par le résultat final du projet. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour identifier ces parties prenantes? Regardez le terme clé, le terme souligné, c'est toujours la documentation. Il faut savoir documenter leurs attentes, leur influence, leur niveau d'autorité, leur importance, etc. Donc, on va aller progressivement. Comment allons-nous identifier? C'est à travers la création de registres des parties prenantes, mais ce registre des parties prenantes, ça se construit progressivement. Il faut tout d'abord donner cette pièce d'identité sur les parties prenantes, c'est-à-dire les identifier, mettre leur nom, leur position, est-ce qu'ils sont internes, externes, etc., l'emplacement, le rôle dans le
projet, leurs contacts, c'est pour avoir cette base de données prête à l'exploitation. Mais faites attention, ce registre des parties prenantes, il va au-delà de ces informations assez basiques parce que ça nécessite aussi qu'il y ait de l'analyse de ces parties prenantes. Et lorsqu'on parle de l'analyse des parties prenantes, c'est pour nourrir davantage, c'est pour remplir davantage ce registre-là avec les informations nécessaires par la suite pour intervenir, pour prendre des décisions et tout. Donc, après avoir identifié ces parties prenantes et être conscient que cette liste-là doit toujours être mise à jour, il faut identifier les impacts potentiels de chacune et les classer par ordre d'importance. Nous allons voir comment nous allons classer par ordre d'importance et selon quel modèle nous allons être capables de remplir davantage notre registre de ces parties prenantes. On doit aussi évaluer comment les parties prenantes clés réagissent dans diverses situations parce que chaque type de partie prenante, il a sa façon de réagir, de répondre selon ses attentes, selon ses besoins, si ça coïncide ou pas avec les objectifs du projet. Et donc là, ça nous permet, dès lors qu'on comprenne parfaitement et qu'on arrive à analyser la réaction de chacune des parties, ça nous permettra de planifier la manière avec laquelle on augmente le support de ceux qui sont en faveur de notre projet et aussi de planifier la façon avec laquelle nous pouvons diminuer les impacts négatifs de ceux qui entravent le bon déroulement, c'est-à-dire comment trouver des terrains d'entente, comment négocier, comment stimuler de nouveaux désirs, changer les besoins, voire même parfois les objectifs en vue de renforcer davantage l'aboutissement de notre projet. Comment classer ces parties prenantes par ordre de priorité? Il y a différents modèles dans la littérature qui ont travaillé sur ça, mais nous, on va parler un tout petit peu modèle de prépondérance et nous allons essayer de voir un modèle qui combine aussi bien la grille pouvoir-intérêt, la grille influence-impact, la grille soutien-influence. Donc, on va essayer de voir quelque chose qui se rapproche des trois modèles parce qu'on ne dispose pas d'assez de temps pour traiter tous les modèles. Donc, pour le modèle de prépondérance, qu'est-ce qu'on entend dire par là? C'est le fait de raisonner en fonction du pouvoir exercé, c'est-à-dire l'habilité à imposer ses volontés. Et là, je vais parler des deux types de pouvoirs qui peuvent exister. De l'urgence, c'est-à-dire le besoin d'une attention immédiate, et aussi en fonction de la légitimité, c'est-à-dire l'implication qui devrait être appropriée. Donc, pour le pouvoir, on doit évoquer tout d'abord le pouvoir légitime, c'est-à-dire généralement c'est le pouvoir de position hiérarchique, c'est le fait de détenir l'autorité suprême, etc. Et donc c'est ce qu'on appelle le pouvoir formel et légitime. Et donc généralement, cette personne qui détient un pouvoir formel et légitime, elle est habilitée à imposer ses volontés. Mais faites attention, parfois il y a ce qu'on appelle le pouvoir informel. Entre autres, on peut citer le pouvoir d'expertise. Donc, et parfois, ce pouvoir d'expertise qui est informel, il peut aussi imposer ses volontés. Quelqu'un qui détient le pouvoir d'expertise, quelqu'un qui est leader, il peut aussi imposer un pouvoir de leadership. C'est lorsque les autres parviennent à le suivre d'une manière délibérée, sans avoir une crainte, tout comme avec le pouvoir de position ou le pouvoir qui détient l'autorité. Donc, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, il faut, dès lors qu'on a à classer ces parties prenantes par ordre de priorité, il faut penser à tous ces détails-là et favoriser bien évidemment les éléments de réponse qui font que certaines sont plus importantes ou plus urgentes à gérer ou à surveiller ou à satisfaire. Donc voilà pour ce premier modèle de prépondérance. Nous avons encore une grille qui permet de croiser deux axes. Un premier axe qui est l'axe de l'intérêt porté pour le projet et un second axe qui comporte aussi bien le niveau de pouvoir que le niveau d'influence. Et donc, ce croisement de deux axes nous a permis de voir une matrice qui montre 4 cadrans différents et nous allons détecter ensemble lequel est le plus prioritaire. Mais faites attention, là j'attire votre attention au fait que une même partie prenante
n'est pas censée être figée dans un cadran bien spécifique parce qu'aujourd'hui, elle peut être dans ce cadran-là, demain, elle pourrait migrer vers ce cadran ou elle peut être là et puis migrer là. Donc, faites attention, il fallait bien juger en évaluant un tout petit peu le degré de l'intérêt porté, parce que ça reflète aussi l'engagement, et d'un autre côté, sa capacité à exercer le pouvoir. Donc, le pouvoir ici, ça peut être un pouvoir formel ou informel. N'oubliez pas surtout ce détail-là. Et l'influence. Donc, on peut ne pas détenir le pouvoir, mais on peut être influent, tel que donc les médias, les réseaux sociaux, etc. Par contre, l'État, il détient le pouvoir et il peut influencer. D'accord? Donc là, pour les parties prenantes qui sont là, c'est-à-dire qui ont un faible intérêt pour le projet, ils peuvent même être totalement inconscients de votre projet et en même temps, ils ne détiennent ni pouvoir ni influence. Si on a besoin d'animer ces personnes-là, ces parties-là, et qu'on aimerait qu'ils deviennent impliqués, nous devons les surveiller, nous devons les stimuler. Mais aussi, si on est conscient que ces mêmes personnes peuvent un jour provoquer un désagrément pour notre projet, il faut aussi les surveiller, il faut faire très attention parce que ces personnes-là, telles que le public par exemple, ils peuvent un jour contrecarrer notre stratégie ou notre exécution ou notre avancement. Donc les personnes qui ont un faible niveau d'intérêt et un faible niveau de pouvoir, il faut toujours les surveiller. Par contre, les parties prenantes qui ont un faible intérêt pour le projet, mais qui ont un niveau élevé, c'est-à-dire une possibilité d'exercer du pouvoir ou de l'influence, ces gens-là, ces parties-là, il faut savoir les garder satisfaits. Parce que si ils vont pas être, puisque leur intérêt est là, ils sont conscients de notre projet, même si c'est un peu faible, ce niveau d'intérêt, mais il faut les garder satisfaits parce que à défaut, ça pourrait causer des ennuis pour notre projet. D'accord? Parfois, on peut parler à ce niveau-là des bailleurs de fonds. Ils peuvent ne pas porter au départ de l'intérêt à notre projet, mais ils ont le pouvoir. Ils ont la possibilité de décider de financer ou pas. Donc, il faut les satisfaire, il faut leur montrer l'intérêt et l'impact de notre projet. D'accord? Aussi, il y a l'État, il y a le ministère. Donc, il faut toujours garder satisfait ces gens-là. Pour ce cadran-là, garder informé. Garder informé qui? Il faut garder informé les personnes qui portent de l'intérêt à notre projet. Là aussi, on peut évoquer les équipes projet. Parce qu'une équipe projet, elle peut soit porter un grand intérêt, soit porter un petit intérêt au projet. D'accord? Et donc, si elle ne porte pas trop d'intérêt, nous devons reconnaître qu'elle peut détenir du pouvoir et de l'influence sur le cheminement du projet. Donc, il faut aussi savoir la garder satisfaite. Pour quelqu'un qui porte de l'intérêt, un chef de projet, par exemple, ici, un chef de projet, il a le pouvoir, il peut influencer son équipe et il porte de l'intérêt. Donc, il faut le gérer, il faut que l'entreprise le gère attentivement et elle doit favoriser ses attentes et ses objectifs pour que tout se passe dans le bon sens. Pour les équipes de travail, par exemple, ils portent de l'intérêt, peut-être que leur influence elle est faible, mais ils peuvent agrandir leur pouvoir. Donc, vous voyez que nous avons réussi à identifier 4 types de stratégies. Une qui se résume en la surveillance jusqu'à nouvel ordre, une à garder satisfait ceux qui détiennent un fort niveau de pouvoir et d'influence, mais avec un faible intérêt, ceux qui ont un intérêt pour le projet, même s'ils ne détiennent pas le pouvoir, mais il faut les garder informés parce qu'ils peuvent nous être très utiles, les consultants par exemple, les hommes du domaine, etc. Et il faut gérer attentivement. Donc voilà le cadran le plus important. Gérer attentivement parce que ça englobe aussi garder informé et garder satisfait. Ils sont tous là.
C'est-à-dire, c'est une connexion entre les deux. Gérer attentivement ces personnes qui portent de l'intérêt et qui ont une forte capacité de pouvoir et d'influence. Donc voilà comment on a pu montrer un modèle qui permet d'analyser les stratégies possibles face à une population, face à un ensemble de parties prenantes, ce qui permet de collecter davantage d'informations sur les évaluations pour remplir des trames qui peuvent nous être utiles à n'importe quel moment. Donc, c'est ce même registre-là, il est encore plus donc informé par les influences potentielles, les attentes, la phase dans le cycle de vie là où on doit, c'est-à-dire accorder de l'importance à cette partie prenante, à quel moment de l'exécution du projet. Peut-être le client, il est plus influent au départ, mais par la suite, il va laisser l'équipe travailler pour revenir à la charge à la fin de notre projet. Donc, tout ça, il faut le prendre en question pour pouvoir, à la fin, arriver à la classification. Comme vous le voyez, selon la grille ici, ça nous renvoie aux 4 stratégies que nous avons évoquées tout à l'heure, que nous avons justifiées par une échelle, par le croisement de 2 axes. Donc voilà, et on aura bien évidemment une matrice complète, un tableau complet qui montre ceux qui sont supporteurs, bloqueurs ou neutres, et bien évidemment la stratégie qui va avec le type d'engagement de ces parties prenantes. Passons maintenant au deuxième processus, celui de la planification de l'engagement des parties prenantes. C'est le fait de préparer le plan de management des parties prenantes en passant par les stratégies de gestion des parties prenantes, c'est-à-dire par la définition et la planification de la manière avec laquelle, donc à travers ces stratégies que nous venons d'identifier, nous allons être capables de planifier comment nous allons augmenter le support des parties prenantes dès lors qu'elles se montrent engagées et de diminuer leur impact négatif dès lors qu'il y a ce qu'on appelle une divergence en termes d'attente ou en termes d'objectifs. Comment nous allons réussir à planifier tout ça? C'est en étant informés de la classification à laquelle nous avons veillé dans le premier processus, celui de l'identification des parties prenantes et de leur classification. Donc, vous voyez que les processus s'enchaînent et se complètent. L'output du premier processus, il va faciliter la planification qui est notre deuxième processus parce que ça va planifier l'engagement. Ça va nous aider à identifier le profil recherché ou peut-être le niveau d'engagement recherché de chacun en évaluant son impact. Donc ici, on revient à cette matrice d'analyse que j'ai expliquée tout à l'heure pour identifier les différents niveaux d'engagement des parties prenantes parce que si ici, on a réussi à identifier les différents niveaux d'engagement des parties prenantes, dans le troisième processus qui est la gestion des parties prenantes, nous allons, en connaissance de cause, être capables de stimuler, d'animer ces parties prenantes dans le sens que nous cherchons. Donc, même si au départ, ils s'avèrent peu engagés, nous allons, lors de la gestion, nous allons réussir à les impliquer davantage, à les animer davantage ou parfois à les dissuader de certains objectifs ou de certains désirs qui vont à l'encontre des objectifs du projet. Quels sont les différents niveaux d'engagement selon un ordre croissant? Donc, les parties prenantes inconscientes, ce sont généralement les parties prenantes qui sont totalement ignorantes du projet et de ses impacts potentiels. Il y a la frange réticente. Cette fois-ci, ils sont conscients du projet et de ses impacts, mais ils sont averses au changement, réticents par rapport au changement. Ils refusent ce changement-là. Il y a la frange neutre, donc ce sont les parties prenantes qui sont à la fois conscientes du projet, mais pour autant ni favorables ni réticentes, ni c'est-à-dire elles ne refusent pas non plus le changement. Et là, ça reflète quelque peu un profil d'indifférence. Et généralement, ces profils d'indifférence sont un peu difficiles à gérer, d'accord? Parce qu'on n'arrive pas vraiment à les comprendre, à anticiper leur impact éventuellement, etc. Et puis, il y a les sportifs, les parties prenantes sportives. Ce sont les parties prenantes qui sont conscientes du projet et de ses impacts potentiels et ils sont favorables, elles sont plutôt favorables au changement. Donc, c'est totalement l'inverse de réticent.
Tous les deux sont conscients du projet et de ses impacts, mais les réticents sont averses au changement, les sportifs sont favorables au changement et le plus haut niveau d'engagement, c'est celui du meneur. Les équipes meneuses d'engagement, donc meneuses de projet, ce sont les personnes qui sont conscientes du projet et de ses impacts, mais aussi qui sont activement engagés à garantir la réussite du projet. Donc, même si je parle au masculin ici, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui est inconscient ou conscient, réticent ou favorable, etc. Donc, on pourrait appliquer ça sur les parties prenantes qui forment des personnes, c'est-à-dire un terme féminin, d'accord? Donc, j'espère que vous avez retenu cette échelle de mesure du niveau de l'engagement parce que c'est à travers cette échelle-là que nous allons détecter le cas actuel. Regardez à travers cette matrice-là. Le A, c'est le niveau actuel d'engagement. Le E, c'est le niveau estimé essentiel. Et donc, ça nous permet quoi d'avoir cette matrice-là? Ça nous permet de se projeter dans le futur et de planifier l'engagement. Donc, une partie prenante que nous avons jugée aujourd'hui, actuellement, c'est-à-dire comme étant inconsciente, nous planifions la rendre sportive dans le futur, tout au long du projet. Celle qui est neutre, nous pouvons en avoir besoin qu'elle soit meneur. Celle qui est sportive, nous cherchons qu'elle demeure sportive. Celle qui est réticente, peut-être de par sa position par rapport au projet, on cherche juste à la rendre neutre. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer comment on arrive à planifier, c'est-à-dire à migrer d'un état actuel vers ce qui est estimé. Nous réussissons ou pas à garantir cet engagement-là, ceci est tributaire du processus de gestion de l'engagement de ces parties prenantes. C'est le fait de réussir à animer vers le sens voulu, vers le sens estimé. Donc, ça consiste en quoi de gérer l'engagement des parties prenantes? Donc, les maîtres mots, c'est de savoir communiquer. Je m'excuse. Donc, c'est de savoir bien communiquer, veiller sur une bonne communication avec ses parties prenantes, une bonne collaboration, le traitement des problèmes au fur et à mesure, la promotion d'une implication appropriée tout au long du cycle de vie, selon bien sûr la position, être capable de bien gérer les attentes, prendre en compte les éventuelles préoccupations, maintenir de bonnes relations entre l'équipe projet et les parties prenantes en question. Donc, tout ça, ça fait partie du spectre de la gestion de l'engagement de ces parties prenantes. Cette même matrice de tout à l'heure, comment nous allons, donc ce qu'on a planifié comme profil estimatif, comment nous allons réussir à passer de l'inconscient vers le sportif ou du neutre vers le meneur, c'est à travers tout d'abord, par exemple, si on veut passer d'un niveau d'engagement de quelqu'un d'inconscient vers quelqu'un de sportif, on ne peut pas faire le saut directement, on doit passer vers la position de réticence, puis progressivement vers la position neutre jusqu'à arriver à la position sportive. Donc, on commence tout d'abord à le rendre conscient en valorisant le livrable, son intérêt, puis de la position de réticence vers la position de quelqu'un de neutre en montrant les modifications qui vont être apportées et tout. Peut-être que ça devient convaincant. Et puis, en montrant l'intérêt spécifique à cette personne, c'est-à-dire les répercussions, les impacts sur cette partie prenante spécifiquement, chose qui permettra peut-être de passer de quelqu'un d'inconscient vers quelqu'un qui est sportif. On le fait généralement avec, par exemple, les équipes de projet, etc., avec un bailleur de fonds, etc. Pour quelqu'un qui était neutre et que l'on cherche à le rendre meneur, c'est-à-dire engagé positivement, activement, etc., il faut tout simplement l'impliquer davantage et lui montrer la valeur ajoutée qu'il est capable de garantir lors du cheminement de notre projet. Donc, c'est ça, gérer l'engagement des parties prenantes. Dernier processus du management des parties prenantes, c'est la maîtrise de l'engagement de ces parties prenantes. Ce processus consiste essentiellement en deux principaux volets.
Tout d'abord, effectuer un suivi global des relations avec les parties prenantes du projet. Ce suivi global doit être continu dans le temps, doit être bienveillant en vue de garantir donc l'engagement et l'implication positive et diminuer les implications négatives. Et donc là, c'est aussi pour adapter les stratégies de réponse et les plans visant à leur implication. Parce que si on ne fait pas le suivi global, nous n'allons pas pouvoir adapter les stratégies dont on a parlé tout à l'heure pour renforcer l'implication de certains et éviter l'impact négatif de d'autres parties prenantes. Pour ce faire, il faut savoir tout d'abord maîtriser l'engagement des parties prenantes. Donc, à travers ce suivi global, nous devons réussir à maîtriser l'engagement. Maîtriser, c'est-à-dire s'assurer qu'on est sur la bonne voie, s'assurer que ce qu'on a planifié est bien donc mis en place. Et donc, c'est s'assurer de la satisfaction des besoins des parties prenantes et en second lieu, de dresser les conflits, c'est-à-dire résoudre les conflits, gérer les sources de différends, etc. Donc, si on prend gérer activement leurs attentes, qui est le premier élément, via quoi nous allons pouvoir gérer activement ces attentes-là, par l'augmentation des chances d'acceptation du produit, et plus que ça, surtout lorsqu'il y a une divergence, comme je vous ai parlé, entre les objectifs de certaines parties prenantes et celles du projet, il faut savoir négocier, influencer leurs désirs en vue d'atteindre les objectifs du projet. En d'autres termes, c'est comment favoriser un terrain d'entente qui rallie les objectifs du projet aux désirs de ces parties prenantes. Donc, c'est ça, gérer activement. C'est pas répondre toujours par un oui. On essaye d'augmenter les chances d'acceptation et tout, mais plus que ça, il faut être un bon négociateur, il faut être convaincant, il faut trouver un terrain d'entente avec ces parties-là. Pour la partie relative aux malentendus et aux différends, comment nous pouvons dresser ces malentendus-là? Quelques pistes, donc c'est pas la liste exhaustive, c'est par l'anticipation des futurs problèmes, c'est le fait d'identifier à l'avance par effet d'expérience, par observation. On peut toujours voir les prémices de certaines frustrations qui peuvent être dans le futur des sources de problèmes. Donc, il faut veiller à ça, il faut bien veiller à ça. Il faut anticiper le traitement des risques. Donc, c'est une partie qui va être développée au niveau de la dernière séance de notre formation relative au management de la qualité et des risques. Et il faut gérer surtout les résistances au changement qui sont généralement des sources de malentendus, des sources de divergences et de problèmes. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à aussi bien favoriser les attentes des parties prenantes et surtout dresser les conflits. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive de comportements ou de processus à suivre, mais au moins, ce sont les grandes lignes sur lesquelles il faut veiller pour réaliser cette maîtrise de l'engagement des parties prenantes. J'arrive à la fin de cette deuxième section. Il nous reste encore une dernière section pour cette séance-là, qui est la gestion de la communication du projet. Donc, cette communication, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui demeure le locomoteur de la réussite de pas mal de domaines de management de projet. Donc, comme d'habitude, c'est quoi le management de la communication? Quels sont ces processus? On a 3 processus. La planification du management des communications, la gestion des communications, qu'est-ce qu'elle doit englober exactement, et la maîtrise des communications. Et vous allez voir à quel point cette maîtrise, elle est importante que tous les autres domaines de connaissances qu'on a déjà expliqués antérieurement. On commence par la définition. Je vous ai choisi exprès une petite bande dessinée parce que j'ai voulu en quelque sorte vous montrer à quel point c'est difficile d'apprendre à communiquer. La communication, c'est tout un art, c'est toute une conscience. C'est pas une simple émission de messages ou une simple cascade de requêtes, etc. Savoir communiquer, ça nécessite quand même quelques habiletés. Regardez ce qu'une femme
dit à son mari, en s'adressant à son mari, elle lui dit, va au magasin, puis tu dois étendre le linge, lave la voiture, va chercher les enfants à l'école, loue des vidéos et repose l'antenne sur le toit. Donc, si vous l'avez bien remarqué, en dehors de ce temps de quelqu'un, de donneur d'ordre qui n'a pas su choisir la manière avec laquelle il aurait pu introduire ses requêtes, cette cascade de requêtes, c'est-à-dire c'est un excès de requêtes et de demandes. Et plus que ça, il n'y a pas la bonne manière de le faire. Mais ce n'est pas uniquement là le problème. Comme vous le savez, une communication, elle peut être comprise de différentes manières parce qu'un message, il peut être décodé de différentes manières. Tout dépend de la façon avec laquelle nous avons mené notre discours. Regardez cet homme qui était au départ un peu déstabilisé, peut-être de par comme on le voit sur la bande. Regardez ce qu'il a pu retenir de cette cascade de requêtes. Va, t'étendre et repose-toi. Et voilà un large, joli sourire qui apparaît parce que tout simplement, cet homme-là, il a fait un blocage par rapport à cette cascade de requêtes qui a été émise par la dame, qui a cru que son mari a tout retenu, mais en fin de compte, faites attention, c'est-à-dire la conclusion derrière cette bande dessinée, que chacun de nous, chaque individu, il écoute et il interprète ce qu'il veut. Surtout lorsque la manière avec laquelle on a cherché à communiquer n'est pas la mieux appropriée au contexte. Donc, il faut savoir poser ses messages, placer ses mots, trouver c'est-à-dire le moyen le plus adéquat à la situation. Donc, c'était juste une petite illustration pour montrer l'importance de la communication dans n'importe quel cadre et dans n'importe quelle situation. Donc, communiquer, on peut le voir au niveau des réunions, on peut le voir via un courrier, des lettres, des conférences, un contrat, des réceptions, des coups de fil, des speeches, etc. Donc, tous ces supports-là peuvent être porteurs de communication. Et surtout, ce qu'il faut retenir, qu'au niveau d'un projet qui comporte tout ce que je viens de montrer comme événements pouvant, je m'excuse, c'est-à-dire pouvant dévoiler une sorte de communication, c'est qu'un chef de projet, il passe 90% de son temps en communication. Donc, c'est pas peu, c'est beaucoup. Et la réussite de sa tâche ou de sa mission transversale, ça passe impérativement par la communication. Donc, c'est pas quelque chose de facile, ça nécessite beaucoup de réflexion, ça nécessite beaucoup d'attention, beaucoup d'empathie, donc pour pouvoir gérer ce processus qui paraît simple en apparence, mais qui est très, très compliqué. Donc, les trois processus dont je vous ai parlé au niveau du plan, on va commencer par la planification de ce management de la communication. Tout d'abord, donc, on va parler donc comment on va préparer ce plan de management. Ça comporte plusieurs aspects. Tout d'abord, nous devons déterminer les besoins en information et en communication des différentes parties prenantes. Donc, c'est relatif à toutes les parties prenantes et non pas uniquement aux deux parties du contrat. Et donc là, il faut savoir répondre à ces différentes questions. Qui a besoin de quelle information? Et donc, implicitement, qui doit donner les directives à qui? Parce qu'il ne faut pas, lorsqu'on a un message, il ne faut pas l'adresser à tout le monde. Il faut savoir sélectionner les personnes concernées par ce message-là, parce que sinon, le message va perdre de son importance et de sa valeur. Quand il a besoin de cette information, donc cette personne qui cherche l'information, donc à quel moment? Donc c'est le fait de programmer la diffusion, je m'excuse, de chaque type d'information. D'ailleurs, je pense que la majorité d'entre vous, parfois, après avoir émis un message, ils se disent oh, j'aurais pas dû, j'ai très mal choisi le moment de communiquer et tout, parce qu'ils n'ont pas bien réfléchi aux répercussions.
Donc, il faut toujours choisir le bon moment d'émettre son message. Il faut programmer la diffusion pour trouver le cadre et le contexte qui vont favoriser la bonne réception du message, le moment opportun. D'accord? Comment cette information lui sera communiquée? Et bien évidemment, c'est en fonction de chaque type de communication et des moyens de communication. Dès lors, nous allons renseigner sur les types de communication. Donc, on peut parler de la communication formelle ou informelle, interne ou externe. Interne, c'est-à-dire avec le chef de projet, l'équipe management et l'équipe travail. Externe, c'est avec toutes les parties prenantes externes, écrite ou orale, verbale, c'est-à-dire tout ce qui est prononcé, mais le non-verbal, c'est tout ce qui est la gestuelle du corps, etc. Vertical, horizontal, donc vertical, donc ça a un lien avec la hiérarchie, donc supérieur et subordonné. L'horizontal, c'est entre des collègues qui appartiennent donc à un même niveau hiérarchique. Officiel, c'est-à-dire qui a été déclaré et formalisé, non officiel ou officieuse, donc vous trouverez dans les diapos suivantes quelques exemples pour mieux comprendre donc ces distinctions donc entre le formel et l'informel, entre l'interne et l'externe. Donc équipe projet et puis l'externe, c'est les clients, la presse, le public, l'écrit et l'oral, donc les lettres, les rapports. Pour l'oral, c'est les speeches, un simple coup de fil parfois, le verbal ou le non-verbal, donc avec la voix ou avec le corps. Le vertical et l'horizontal, on l'a bien identifié, donc, et l'officiel et la non officielle, donc ce qui n'a pas été encore communiqué et enregistré officiellement. Une fois on a compris ces types de communication, nous devons aussi évoquer ce qu'on entend dire par le canal de communication ou the communication channels. Donc, le canal de communication est une communication entre deux parties prenantes. Donc, entre chaque deux parties, il y a un canal. Bien évidemment, puisqu'il y a plusieurs parties prenantes qui entrent en interconnexion, il faut savoir identifier le nombre de canaux de communication, mais surtout, il faut être conscient des canaux à supprimer parce que je peux vous dire que, par exemple, un bailleur de fonds, il n'a pas à discuter avec l'équipe travail, je pense, hein. D'accord? Ou le ministère n'a pas donc, à discuter avec l'équipe travail. OK? Donc, il y a des canaux à éliminer, il y a des canaux à prendre en considération. Et pour déterminer ce nombre de canaux, il suffit de déterminer le nombre de parties prenantes concernées par l'information, le multiplier fois le n-1 et diviser par 2. Par exemple, si on prend le cas de 4 intervenants, c'est 4 fois 3 sur 2 et ça fait 6. Si on cherche à schématiser ça, comme le montre la figure suivante, qui sont là les 6 canaux, donc voilà, 4 et puis les diagonales pour compléter les 6 canaux de communication. Si on ajoute un cinquième intervenant, ça va de soi que ce cinquième intervenant, il va être amené à communiquer avec les 4. Donc ça devient, avec 5 intervenants, ça devient 6 plus 4, comme l'indique la figure suivante. Et si on applique la formule de tout à l'heure, c'est 5 fois n-1, c'est-à-dire fois 4, ça fait 20, sur 2, ça fait 10, et donc ça donne le même résultat. Passons maintenant au modèle de communication. Lorsqu'on dit modèle de communication, c'est que l'on se pose la question sur la manière avec laquelle l'information va circuler, avec laquelle elle va être transmise. Donc, généralement, il y a un émetteur et un récepteur, les deux parties de la communication. Donc, au départ, l'émetteur va coder son message, le contenu de sa communication. Le coder, c'est-à-dire l'exprimer en un langage susceptible d'être compris par le récepteur. Ce message est envoyé. En cours de route, il peut rencontrer des bloqueurs de communication tels que le bruit. Ensuite, lorsqu'il est reçu par le récepteur va le décoder de par ses capacités cognitives, de par son degré de compréhension du langage avec lequel il a été codé. Puis, il va formuler sa réponse, il va la coder, faire un retour de message qui peut subir tout de même
un blocage quelque part et puis il y aura le décodage par l'émetteur. Donc, une petite définition de ces termes du modèle de la communication. Le codage, comme je viens de dire, c'est le fait de traduire la pensée ou l'idée dans un langage à comprendre par l'autre, par le récepteur. Le décodage, c'est la traduction du message à une pensée ou idée telle que comprise par le récepteur. Le message, c'est le fait de sortir le codage, c'est-à-dire d'émettre l'information ou le message à travers un moyen qui est utilisé pour la transmission. Et le noise ou le bruit, c'est tout ce qui gêne la transmission du message. Ça peut être la distance, ça peut être parfois la technologie non familière, le langage utilisé, etc. Ça peut être un phénomène culturel. Donc, on va voir tout à l'heure les différents types de bloqueurs de la communication. Parmi les moyens de communication, nous pouvons citer le téléphone, les réseaux sociaux, les fax, l'email, l'Internet, le courrier, etc. Donc, plusieurs sont les moyens. On peut aussi, au niveau de la planification, identifier les méthodes de communication arrêtées pour certaines parties. Donc, on peut parler soit de la communication interactive ou ce qu'on appelle la communication bilatérale, qui va dans les deux sens et comporte généralement, c'est-à-dire ce qu'on appelle une négociation, un retour, etc., requête et retour. Il y a la push communication, donc c'est la communication unilatérale envoyée. C'est juste une émission de messages à titre informationnel ou pour donner des ordres. Et la pull communication, c'est la communication unilatérale recherchée. C'est lorsque quelqu'un a besoin d'avoir une réponse ou une information qu'il peut aller fouiller dans les bases d'informations appropriées. Donc, c'est ça les méthodes de communication. Il y a un message qu'on transmet tout court, il y a un message qu'on sollicite, c'est-à-dire qu'on cherche à acquérir, et il y a une communication qui joue le rôle d'interaction entre deux parties. Pour les bloqueurs, comme je viens de le dire tout à l'heure, les bloqueurs de la communication, ça peut être le bruit, la distance, un codage inexact, l'utilisation d'un langage inapproprié, l'hostilité, c'est-à-dire le fait de juger ou de faire, c'est-à-dire comment dire, c'est en rapport avec le manque d'affinité sociale qui peut bloquer la réception de certains messages, le fait de faire de mauvais jugements. Non, c'est une mauvaise idée. Ça fait que on n'accepte pas la différence, on n'est pas tolérant, on n'est pas ouvert. Ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un phénomène culturel. Donc, plusieurs sont ces bloqueurs de communication. Donc, il suffit, pour dire qu'on a bien planifié le management de notre communication, il suffit d'identifier tout ce qu'on a évoqué comme type de communication, le modèle à suivre, les méthodes, donc les différents outils de communication, faire attention et prévoir les bloqueurs, parce que si on prévoit les bloqueurs à la communication, c'est comme si on est en train d'anticiper les risques à une bonne communication et dès lors, nous allons être capables de préparer une réponse. On bloque une communication, ça peut impacter négativement l'exécution de notre projet. Je passe au second processus, gérer les communications une fois on les a planifiées. Généralement, on planifie ce qui a été identifié à l'avance. Donc, mais faites attention, une bonne gestion de la communication, c'est pas uniquement mettre les besoins en information à la disposition des parties prenantes en temps utile conformément au plan de communication, parce que là, ça concerne uniquement les informations que nous avons prédéfinies à l'avance. Le besoin communicationnel identifié à l'avance. Mais faites attention, à côté de ce plan de communication qu'on est censé gérer convenablement et au moment utile, il faut aussi être averti au fait que parfois, il peut y avoir des besoins en communication qui n'ont pas été identifiés à l'avance. C'est des requêtes qui ont eu lieu d'une manière subite, non donc identifiées, non anticipées, mais auxquelles il faut trouver impérativement des éléments de réponse. Donc, quelqu'un qui veille sur la bonne gestion de la communication, il ne doit pas veiller uniquement sur le plan de communication préétabli à l'avance, mais il doit aussi être capable de répondre au moment opportun
aux requêtes et aux besoins en information ou en communication qui n'ont pas été identifiés dès le départ. D'accord? Donc, c'est ça, gérer la communication. Et on termine par la maîtrise de la communication. Notre dernier processus du management de la communication, c'est le fait de collecter et de diffuser toutes les informations sur les performances du projet, y compris les mesures des avancements, les rapports d'avancement, les tendances, etc. Parce que toutes ces informations-là vont être communiquées aussi bien en interne qu'en externe. En interne avec le chef de projet et l'entreprise, c'est pour voir si on est synchronisé avec le plan estimatif ou est-ce qu'on est en retard. Bien évidemment, ça doit aussi être communiqué en externe vers le client pour voir si on est sur la même longueur d'onde et si on a bien respecté ce qui a été mentionné au niveau du contrat, au niveau de la charte, etc. Et donc, quelques exemples de rapports de performance. On peut citer les rapports de situation. C'est un descriptif, c'est juste un descriptif d'une situation atteinte. Et ce même descriptif de la situation, on peut l'exprimer en termes de pourcentage. Et donc là, on parle d'un rapport d'avancement. Est-ce qu'on est à 60% par exemple du projet, 40%, 70%, 80%? Et faites attention, ce rapport d'avancement, on peut l'affronter avec ce qui a été estimé et planifié pour faire le rapport de tendance. Si aujourd'hui je suis à un niveau d'avancement de 60%, est-ce que je suis en avance, en retard ou à temps par rapport à ce qui a été planifié? Bien évidemment, il y a aussi les rapports des écarts. C'est le fait de détecter un écart entre la performance réelle et ce qui a été estimé lors du plan de management général du projet. Et bien évidemment, ce rapport d'écart, il va nous renseigner sur les modifications nécessaires à apporter. Et donc, il doit être dispatché vers les domaines de management appropriés. Et en même temps, ça va nous aider à établir de nouveaux rapports de prévision. Parce qu'à chaque fois qu'il y a écart, il y a nécessité de modification. Et donc, il y a de nouvelles prévisions parce que certainement, l'écart, il va impacter tous les autres domaines. Et donc, il nous faut de nouvelles prévisions de coûts, des nouvelles prévisions de délai peut-être, de nouvelles prévisions des ressources mobilisées, que ce soit matérielles ou humaines. Ça peut aussi impacter le contenu. Donc, tous ces rapports-là, ça demeure le rôle d'un bon management de la communication. Donc, j'espère que à ce niveau-là, vous arrivez à voir à quel point le domaine de communication, il revêt ce qu'on appelle un rôle assez central par rapport aux autres domaines parce qu'il permet cette interconnexion, cette synchronisation entre les différents domaines de management qu'on a pu présenter jusque-là, jusqu'à ce niveau de la formation. Donc, j'arrive à la fin de cette séance. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que le contenu a été clair et fructueux. Je vous remercie et à la prochaine séance. Au revoir.